Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aux soirées d'Eurostéo, transformées en webconférence ce soir en raison des circonstances sanitaires. Eurostéo est un établissement de formation à l'ostéopathie réservé aux professionnels de santé. Ici, nous voyons cette formation comme une partie d'histoire de vie et nous accompagnons nos étudiants vers un changement de paradigme. Christian de France est un des fondateurs historiques d'Eurostéo. C'est lui qui a découvert, par exemple, ce site magnifique qui nous héberge. C'est pas tout à fait moi, c'est un autre qui me l'a proposé. Bon, un autre alors, de chez nous, un autre enseignant. Il y a largement contribué. Largement, oui. En tout cas, il a apporté ses compétences à Eurostéo, puis à ISO pendant plus de 20 ans. Et c'est donc un vrai plaisir, Christian, de t'accueillir et de te donner la parole ce soir, une sorte de retour aux sources. Christian va nous présenter le fruit de ses 54 années de vie professionnelle, de recherche personnelle, d'analyse de pratique, de lecture, de réflexion. En somme, sa vision originale d'ostéopathe réflexif sur le corps humain. Bienvenue à la conférence « Le corps humain métamorphosé » par Christian de France. Merci Jérôme. C'est vrai que je suis très heureux et un peu ému d'être ici parce que j'ai quitté cette maison il y a 12 ans. Donc c'est un cycle complet, 12 ans. Donc effectivement, je te remercie et je remercie toute votre équipe de m'accueillir. C'est vrai que dans ces circonstances particulières, on a l'impression, on imagine qu'on a du public, mais on n'en a pas, mais il est loin. Donc on va essayer de vous intéresser. Donc cette conférence, effectivement, ça fait très longtemps que bien sûr que je m'intéresse au corps humain, d'abord de par ma profession de base de kinésithérapeute que j'ai arrêtée en 1984 et par tout mon parcours ostéopathique qui a été parsemé de tas d'événements, de tas de rencontres, etc., qui m'ont permis de, on va dire, de modeler un petit peu ma réflexion sur tout ça. Et surtout sur le corps humain, bien sûr, parce que c'est ce qui nous concerne essentiellement. Donc, j'ai appelé cette conférence « Le corps humain métamorphosé ». Et vous allez voir un petit peu tout au long, on va parler de tout ça. Bien sûr, on va parler un petit peu aussi d'ostéopathie parce que c'est aussi l'essence même de notre réflexion. Alors, c'est une conférence, vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où je l'ai présentée. La première fois, c'était en septembre 2011 à l'Académie d'ostéopathie de France à Paris. Donc, ça fait maintenant 9 ans. Puis, je l'ai présenté, ça pendant quelques années, il n'y a pas eu de discours là-dessus. Je travaillais, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de choses là-dessus. Je l'ai représenté à Bucarest, donc en Roumanie, puisque je vais faire des cours dans une école en Roumanie où nous essayons de faire avancer l'ostéopathie dans ce pays, et ça marche pas si mal que ça. Puis je l'ai présenté en septembre 2017 à l'Assemblée Générale d'Ostéopathes de France, donc un des syndicats représentatifs. Puis en mai 2019 à Montréal, puisque je vais souvent aussi là, au Centre d'études ostéopathiques de Montréal, dirigé par mon ami Philippe Druel. Et puis je l'ai présenté aussi en février 2020 au Dutch Osteopathic College, c'est-à-dire un symposium organisé en Allemagne par cet établissement. Et puis enfin, ici, enfin à Meyreuil, aujourd'hui, retour aux sources, comme tu disais, au bout d'une douzaine d'années de voyage et une douzaine d'années de réflexion, de recherche, de travail, etc. Donc je vais vous présenter ça. Et pour vous le présenter, c'est un hommage aussi à quelqu'un que pas beaucoup de gens connaissent, qui s'appelait le docteur Mess. Il est né en 1902, il est mort en 1993. Et il a écrit un bouquin qui, pour moi, a été une révélation extraordinaire. Et à la fin, vous verrez, je vous présenterai des photos de ce livre pour voir que, effectivement, tout ce qui se ressemble s'assemble. Et donc, ce livre s'appelle « Le mystère du squelette », traduit de l'allemand. D'accord ? Il faut savoir que le docteur Mess était aussi un anthroposophe, donc un élève de Steiner. Donc, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Donc, et ici, la couverture de ce livre, que l'on ne trouve plus, je pense avoir la chance d'être tombé dessus, peut-être chez des bouquinistes sur le long des quais de Seine, vous pourrez le trouver, donc, qui s'appelle donc « Le mystère du squelette, forme et métamorphose ». Et donc on voit ici un fémur, et vous allez voir que ça m'intéresse beaucoup, parce que lui aussi il a mis le fémur, rappelez-vous, nous verrons tout à l'heure une photo d'Attestile avec un fémur, c'est d'ailleurs le seul os qu'il tient jamais dans les mains. Il n'y a pas d'autre os qu'il tient dans les mains, il n'y a que celui-là. Alors on a essayé de comprendre ça aussi. Je vous expliquerai un petit peu comment je pense avoir compris un certain nombre de choses. Et puis vous voyez ici une statuette africaine. Voilà. Donc vous voyez que ça ressemble un petit peu, hein, la tête fémorale, le col du fémur, etc., la diaphyse, et puis ici, donc la finale.
Donc, le docteur Mess, il a dit dans son introduction, il dit la chose suivante, il s'agit avant tout d'apporter un certain ordre, une certaine structure à la multiplicité des formes. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer le squelette dans sa globalité. Et globalité, c'est un mot, en tant qu'ostéopathe, que l'on ne peut pas renier. On est obligé de se dire, nous sommes effectivement dans une réflexion globale. Et c'est ce que je vais essayer de vous apporter pendant cette heure-là. Donc, la métamorphose, c'est méta et morphosis. Métamorphoser, ça veut dire changer la forme. Donc, c'est un mot d'origine grecque qui est composé du préfixe méta, qui veut dire après, et de morpher la forme. On peut traduire cela par la forme qui vient après, donc la transformation. Et puis, il y a un auteur très ancien qui s'appelait Ovide, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Métamorphoses. En fait, Les Métamorphoses, c'est un poème épique latin qui compte à peu près 215 livres et 250 courts récits poétiques et sur les métamorphoses des héros de la mythologie grecque et romaine. Et moi qui suis de formation littéraire et non pas de formation scientifique, depuis toujours, puisque je suis issu de philo, d'accord, eh bien, j'ai toujours été très intéressé par effectivement les poètes et la mythologie grecque et aussi latine. Donc, il a écrit ce livre qui s'appelle les Métamorphoses. Cette œuvre a été écrite entre l'an 1 et l'an 9 de notre ère. Alors, il y a une particularité, parce que vous allez voir, Ovide, il est né à Sulmona. Alors, Sulmona, personne ne connaît, c'est dans les Abruzzes. Donc en Italie, il est né en Italie, c'est à côté de l'Aquila. L'Aquila, c'est une ville qui a été sinistrée plusieurs fois par les tremblements de terre. Et moi, je vais dans cette région-là, puisque je fais des cours un peu plus loin dans une petite ville qui s'appelle Raiano, pour une école italienne. Et donc, je suis allé visiter l'Aquila. Et nous sommes allés aussi visiter Sulmona pour voir un petit peu ce que Ovide avait pu laisser dans cette ville. Et puis, il a été exilé à Tomis, c'est-à-dire en Roumanie. Tomis, c'est Constanta maintenant. Et Constanta, c'est au bord du Danube. Et simplement, par anecdote, il y a 2 ans, nous sommes allés, mon épouse et moi, on a pris notre voiture, notre 4x4, et on est parti jusqu'au Danube pour aller essayer de voir le delta du Danube. C'était magnifique. Et puis donc de faire un peu le bord de la mer Noire et d'essayer de retrouver un petit peu les traces d'Ovide. On retrouve des choses à Constanta, effectivement, sur Ovide. Donc simplement pour vous dire ça. Alors les Métamorphoses, il faut le lire, c'est long. J'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une grande partie. Donc qu'est-ce que c'est que la métamorphose? Eh bien la métamorphose, c'est ça. Voilà ici un homme, un être humain, qui va se transformer petit à petit en arbre. Mais ça fait partie aussi de l'homme. Puisque en anatomie, on parle du tronc. Le tronc de l'arbre. D'accord ? Et puis nous avons aussi, par exemple, les poumons à ce niveau-là. Et les poumons, ce sont les branches. Nous avons des grandes branches, des bronches souches, pardon. Nous avons des bronchioles et puis au bout, nous avons des feuilles. Les feuilles, ce sont les alvéoles pulmonaires, ce sont les feuilles de l'arbre. Donc cette métamorphose et cette ressemblance, il faut aussi penser que nos anciens ont donné beaucoup de noms aux structures du corps en rapport avec la nature. Et ça m'a toujours intéressé. On peut dessiner, par exemple, une tête humaine, et puis on va la transformer petit à petit en grenouille ou en crapaud, vous choisissez. Mais vous voyez que l'un dans l'autre, quand on va modifier petit à petit, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, on peut métamorphoser les dessins, les changer la forme. Ici, nous avons une méduse et nous avons un parapluie qui va se refermer, une ombrelle qui va se refermer et qui va devenir une méduse. Et puis nous avons la chrysalide, la chenille et le papillon. Voilà. Et le papillon, je vous rappellerai qu'aussi, par exemple, un os du crâne qui s'appelle le sphénoïde, les Espagnols l'appellent la mariposa, c'est-à-dire le papillon. On en reparlera tout à l'heure. Donc, le squelette pour nous, si je regarde le squelette humain, il se pose quelques interrogations, puis si je regarde le squelette d'un oiseau, vous voyez que c'est les mêmes noms. Nous avons avant-bras, radius, cubitus, nous avons humérus, nous avons bassin, nous avons pubis, nous avons métatarse, fémur, etc., etc., etc. Ce sont exactement les mêmes noms. Donc ici, le corps humain. Donc, je me suis dit, tiens, on va écouter un petit peu le corps humain, on va essayer de l'inspecter, le squelette, c'est la charpente, on le sait, d'accord? Et donc, nous avons les os.
Le squelette, ça vient du grec skelettos, qui veut dire desséché. Mais c'est aussi, on parle de charpente animale. Mais animal, c'est aussi une racine latine qui est animus, qui est l'esprit. Et en ostéopathie, on parle beaucoup de principe vital, de potentiel vital. Et que le travail de l'ostéopathe, c'est de retrouver la santé. Rappelez-vous cette phrase de Steele. Steele disait que le travail principal de l'ostéopathe, c'est de trouver la santé. Que n'importe qui peut trouver la maladie en mettant 3 symptômes, 4 symptômes l'un derrière l'autre, et en disant, voilà, il a ça. Donc ça fait partie aussi de notre système. Il sert de support aux muscles et aux organes, et il permet à un organisme pluricellulaire de protéger ses organes et de garder sa forme, malgré la force exercée par la gravité. Et pour ça, il faut des choses autour. Il faudra des muscles, il faudra des ligaments, il faudra des tendons. Nous allons voir un peu plus tard. Donc nous avons un squelette axial et un squelette appendiculaire. Alors là, c'est un jeu de mots, il est composé d'os. Et moi j'ai mis O.S. Il y a fort longtemps, ça existe beaucoup moins dans les journaux maintenant, il y avait des offres d'emploi et il y avait marqué recherche OS1, recherche OS2, recherche OS3 dans les usines. Qu'est-ce que ça voulait dire OS? Ça voulait dire ouvrier spécialisé. Ben, je considère qu'effectivement, les os, ce sont des ouvriers spécialisés. Voilà. Pourquoi? Parce que tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés d'être accompagnés. J'appelle ça donc des ouvriers spécialisés. En informatique, on appelle ça operating system. Et l'os, ce sont aussi des artistes. D'accord? C'est-à-dire, l'art, c'est quoi? C'est l'idée de combiner un certain nombre de choses qui vont permettre d'arriver à une finalité. Et l'ostéopathe, c'est aussi un artiste quelque part. Donc, nos os. Nous avons 206 os constants. 30 pour le membre supérieur, 30 pour le membre inférieur. Et on s'aperçoit que lorsqu'on étudie l'anatomie des membres, ce sont des structures qui sont homologues sur le plan embryologique. Chaque os, chaque muscle du membre supérieur ou du membre inférieur a un pendant au niveau du membre inférieur, mais nous avons une troisième paire d'appendices, c'est la mandibule. Donc cette mandibule fait partie du système dit appendiculaire par rapport au système axial. Et nous allons voir donc les rapports, les ressemblances entre ce membre supérieur, ce membre inférieur et cette mandibule, jusqu'aux pathologies. Et là, il y a une question qui me tracasse depuis 40 ans. D'accord? J'ai effectivement 54 ans de métier de thérapie, entre la kinésithérapie 17 ans et puis l'ostéopathie depuis maintenant, ça va faire 40 ans cette année, diplôme en 1981. Et donc c'est quelque chose qui me tracasse. Et c'est la définition du mot ostéopathie qui me tracasse. Aussi, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. J'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup interrogé. Et la chose qui m'a intéressé, c'est ça. Voilà. Cette photo où on voit Andrew Taylor Steele avec un fémur dans les mains. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le seul os avec lequel il pose. Jamais aucun autre. Alors on a fait des recherches. Pourquoi des recherches? Pourquoi a-t-il un fémur sur la seule photo où il a un os dans les mains? Énigme non résolue. La seule référence que l'on trouve, c'est dans son autobiographie, au chapitre 16, page 186, c'est précis, de la première édition française de 1998, et il appelle ça, ce paragraphe, la construction de l'os de la cuisse. C'est mon ami Pierre Tricot qui m'a retrouvé ça, parce que c'était le premier traducteur. Je lui ai fait un message et je lui ai dit « Pierre, trouve-moi la notion de fémur ». Et il m'a dit « Voilà, il n'y a qu'un endroit, c'est là ». Il a tapé fémur sur son truc et il n'y a qu'un endroit où il fait ça. Donc, et il rajoute, style, « J'essaie de comprendre l'une des œuvres les plus mystérieuses et les plus merveilleuses. L'ouvrage du grand architecte de ses assistants sur un os humain pour l'espèce fémur pour le nom. » Il ajoute après « réclamant la construction pour la cuisse d'un os parfait dans toutes ses parties. » Et c'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il a dit. J'ai eu beau lire, relire, etc. C'est tout ce qu'il a trouvé. C'est tout ce qu'il a dit. Donc j'ai rajouté digone, c'est-à-dire chercher. N'oubliez pas que c'est une grande phrase de style aussi, au début. Hein? Et on en a fait D-O. À partir de là. C'est-à-dire qu'on en a fait diplômé en ostéopathie, mais aussi les Américains en ont fait à partir des années 1920 docteur en ostéopathie.
ne faut pas l'oublier non plus. C'est donc ce que j'ai essayé de faire. Alors, à quoi ça m'a amené comme réflexion? Ben, ça m'a amené à la réflexion de regarder la composition de l'os et de me rappeler mes études d'histologie, quand j'étais jeune étudiant en kinésithérapie. Et effectivement, l'os est formé d'ostéons. Jamais oublier ça. Un ostéon, c'est quoi? Ben, c'est cette petite structure, qu'on appelle aussi le canal de Havertz, qui est formé de cellules osseuses, mais qui est formé aussi d'artères, de nerfs et de veines. Artères, veines, nerfs. C'est donc en fait un système complet. C'est un système complet. Donc de microstructures. Chaque os est formé de millions de microstructures. Et dans le mot ostéopathie, il y a le mot ostéon. Ostéo. D'accord? Et c'est là où je fais une différence, moi, entre le mot ostéopathique et notre art. Et je fais toujours dans la terminologie américaine ou anglo-saxonne. Ça, c'est notre art. Et donc, il y a ostéo dedans. Et effectivement, si on prend pathie, on peut dire que ça vient aussi du grec pathos, c'est vrai, c'est dans les textes aussi, c'est comme ça. D'accord? Ce qui veut dire affection, et non pas maladie, affection au sens général du terme. Mais ce mot pathos, ou cette racine pathos, il a une autre origine. Il vient d'un mot grec qui est patein. Et patein, ça veut dire plusieurs choses. Ça a deux faces, le mot patein. C'est ce qui est dehors et ce qui est dedans. Ce qui rentre, qui sort, et qui sort. C'est la différence entre sympathie et antipathie. Dans tous les discours par rapport à ce mot patein, c'est ce qu'on retrouve. Et là, je pense sincèrement qu'il ne faut pas confondre ostéopathie, qui est l'art de pratiquer, qui est la médecine que nous pratiquons, parce que je n'ai pas honte de dire non plus que nous faisons de la médecine ostéopathique, c'est-à-dire un art de soigner la structure par l'intermédiaire de nos mains, et que nous sommes ostéopathes, P-A-T-H. Ça, c'est celui qui exerce la fonction. C'est pour ça que j'ai toujours, dans tous mes cours de base, etc., de première année, de philosophie, etc., et d'explication, j'ai toujours dit que ostéopathe, c'était la voie de la structure, et que l'ostéopathe, son travail, c'était ça, c'était de reconnaître ce qu'il y avait comme problème dans la structure. Et je vous parlerai, peut-être en finale, si j'ai encore un peu de temps, d'un discours, d'une discussion d'Andrew Taylor Still avec un monsieur qui s'appelait Arthur Hildreth, qui est extrêmement intéressante sur la manière dont Still réfléchissait. Donc, the pathway en anglais, ça veut dire effectivement la voie, le chemin. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est fondamental. Si on comprend ça en tant qu'ostéopathe, on comprendra qu'on n'a rien à voir avec les autres médecines. Tout du moins la médecine classique, la médecine allopathique, etc. Aujourd'hui, on veut nous faire rentrer, ou on essaye, certains, de nous faire rentrer dans des cases dont personnellement, moi, je ne veux pas. Je vais avoir 75 ans, et ces cases-là, j'en veux pas. Je suis ostéopathe. Je ne suis pas autre chose. Le côté, je veux démontrer scientifiquement que, mais en ostéopathie, on n'y arrivera jamais. Il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est mon opinion, mais ça fait quand même plus de 40 ans que je défends ça. Alors, si on continue, on parle du squelette appendiculaire. 3 paires d'appendices, membre supérieur, membre inférieur, mandibule. Appendice, ça vient du latin appendere, c'est-à-dire l'être qui est appendu. C'est une partie qui prolonge une partie principale, c'est-à-dire le centre. Ces appendices, ils servent à la vie de relation avec la nature. Vous voyez, la cueillette. Cette jeune fille est allée, ce jeune garçon, c'est un jeune garçon, pardon, est allé cueillir des cerises, d'accord, et il va les manger. C'est aussi relation avec l'autre. Ou c'est ici relation avec soi-même, l'estime de soi, ses propres valeurs. Et en ostéopathie, ou en tant qu'ostéopathe, nous avons des valeurs qui sont là et qu'il faut défendre et qu'il faut exprimer. Ce squelette appendiculaire, vous voyez, tout à l'heure nous avions la transformation, maintenant nous sommes tous les mêmes. L'être humain. Voilà. Le chat. La baleine. La chauve-souris. C'est ça les transformations. Le problème, c'est de savoir qui est le premier qui est arrivé. Mais quelque part, on s'en fiche. Alors, le nombre d'os au membre supérieur, parce que je ne suis pas un matheux, mais ça, le calcul mental, je sais. Donc, vous avez un numérus, une ulna, un radius, 8 os carpiens. Vous voyez, j'ai mis entre guillemets. Je vais vous expliquer. 5 métacarpes, 14 phalanges, total 30. En fait,
si on se réfère à des ouvrages comme celui que je vous ai mentionné dessous, référence les caractères primitifs du squelette appendiculaire de l'embryon humain. Ça vient des bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. Ça a été écrit en 1962, volume 3, numéro 3, page 249 à 263. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'en fait, on a 29 os plus 1, et non pas 30. Le 30e, c'est un os qui est surnuméraire, et ça n'est pas un sésamoïde. C'est celui-là. Vous savez, les techniques au pisi. C'est le pisiforme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à côté des autres. Il est posé dans une petite cupule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le singe, on va y venir, je vais revenir en arrière après, lui, il a quelque chose de particulier. Que ce soit ses membres supérieurs ou ses membres inférieurs, d'accord, c'est toujours à plat. Et il y a ce qu'on appelle ici un pied ancestral. Vous connaissez tous le pied égyptien, le pied romain, le pied, etc., le pied grec, eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle un pied ancestral. Je vais y revenir. Donc, si je reviens au membre supérieur, le pisiforme, c'est un os en plus. Donc, si je fais un petit peu d'étymologie, et puis il y a quelqu'un qui m'a mis un petit peu le pied là-dedans, ou le bras là-dedans, c'est quelqu'un que vous connaissez ici, qui s'appelle Michel Ancard, il est toujours là à travailler ici, Michel, voilà. Donc, avec qui j'ai toujours des relations, et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé sur la sémantique, et il m'a aidé un petit peu dans beaucoup de choses, donc je peux un peu lui rendre hommage aussi. Donc, les os, nous avons l'humérus qui veut dire épaule ou os long du bras. L'ulnas, ou cubitus, c'est l'ancien nom, c'est l'être couché ou os couché. D'où la notion après de procubitus ou de décubitus. Le radius, sa traduction, c'est un rayon. Le carpe, ce sont les os du poignet, mais ça vient aussi du grec karpos, qui veut dire le fruit, c'est-à-dire que c'est la main qui reçoit le fruit, ou qui reçoit les fruits. Les métacarpiens, c'est le milieu, l'entre-deux, c'est avant et après le carpe. Et enfin, les phalanges, ça vient du latin et du grec phalanx, qui veut dire des bâtons. Et donc, on traduit ça par un bataillon en rang serré. Donc ça, c'est pour le membre supérieur. Les os du carpe, on peut aller un peu plus loin dans leur étymologie. Le scaphoïde, c'est la carène du navire. Le semi-lunaire, qu'on appelle aussi le lunatum, c'est la demi-lune. Le pyramidal, qu'on appelle aussi le trichétrum maintenant, c'est l'os aux trois coins. Le pisiforme, c'est pisus, c'est le poids. D'ailleurs, en italien, ils disent souvent, pour le pisiforme, ils disent piselli, ce qui veut dire le petit pois. Le trapèze, c'est le trapézium, c'est l'os aux quatre pieds. Le trapèze, c'est donc l'os aux quatre pieds. Le trapézoïde, c'est la table, le comptoir, et le grand os capitatum, c'est la tête ronde, et l'os crochus, c'est l'amatum, bien sûr. On l'appelait aussi, donc l'os crochus, c'est le crochet, c'est sa traduction exacte, son étymologie exacte. Le membre inférieur. Eh bien, c'est pareil. Un fémur, un tibia, une fibula, 7 os tarsiens, 5 métacarpes, 14 phalanges, total égale 29. Eh, mince, il m'en manque un. Alors, il va falloir trouver le 30e. Ben, c'est pas bien compliqué. Quand on voit le singe, je reprends là-dessus, primate, pardon, qui donc a les pieds à plat, vous voyez, c'est comme ça. Eh bien, nous, on a transformé ça. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, un jour, il y a un monsieur qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui a dit qu'il fallait courir dans la savane, qu'il fallait se redresser, etc., et qu'on avait, etc. Comment il s'appelait déjà? Darwin, voilà. C'est ça. Darwin, il a dit ça. Il a dit, ben, l'homme, il s'est transformé, etc. Parce qu'il avait besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On va l'écouter, Darwin. Qu'est-ce qu'il en a fait? On avait deux axes, deux parties, bien séparées. Donc, si je reviens là-dessus, nous avions en fait deux rayons. Nous avions le calcanéum d'un côté et le talus de l'autre, ou astragal, à l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait? On a monté l'arche interne sur l'arche externe pour avoir de la souplesse. Voilà, c'est tout. Mais le problème, c'est que cette arche interne, elle continue à se casser la gueule. Donc on a fabriqué un petit appendice qui s'appelle sustentaculum tali. Le soutien du talon, sous-entendu le soutien du deuxième talon, qui est considéré, que l'on peut considérer comme le 30e os du membre inférieur. Et ça, on le retrouve dans les mêmes textes.
dans le bulletin et mémoire de la Société d'anthropologie de Paris. Ok, voilà. Donc, et puis, donc cette histoire de pied ancestral. Ben, vous avez certaines personnes qui ont un pied égyptien, donc le premier orteil plus long que les autres, mais qui ont aussi ce gros orteil qui est écarté par rapport au deuxième orteil. Pareil pour un pied grec, pareil pour un pied romain. Donc ça arrive qu'on ait un mélange encore, comme si le singe nous avait laissé une empreinte, ce qui est parfois et souvent le cas. Hein. Donc voilà pour le membre inférieur. Donc le fémur, si nous revenons un petit peu sur les os, le fémur c'est l'os relatif à l'os de la cuisse. Le tibia, ça vient du latin flûte, ça veut dire la flûte, ben parce que dans certaines civilisations, quand les gens mouraient, on prenait leur tibia, on enlevait la moelle à l'intérieur, on les perçait et on faisait de la musique avec. On faisait de la musique, ça servait de flûte, c'était un instrument de musique. On avait évidé et c'était un instrument de musique. La fibula ou péroné, ça veut dire l'agrafe, l'attache, la clavette. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu au radius qui est accolé, et vous le savez comme moi que le péroné, par exemple, ben, il supporte 0% du poids du corps, et que, en fait, on pourrait très bien en enlever une grande partie du péroné, on pourrait continuer à marcher, à courir sans problème. Et donc, ça vient aussi du latin peronatus, qui veut dire chaussée de guêtres. Les soldats. Le tarse, squelette, donc le tarse, ça vient du grec ancien tarsos, qui veut dire clé, cheville, car les 7 os sont enclavés les uns dans les autres. Le talus, ça vient du latin talutum, puis du latin talus, ce qui veut dire que c'est un os qui est en pente inclinée. Donc, ça indique aussi le verbe taluter, c'est-à-dire quand on fabrique un talus, c'est incliné, d'accord, et on vient buter contre. Et l'astragale, lui, ou talus, vient buter sur le calcanéum. Donc, l'astragale, c'est donc l'osselet du talon, d'accord, mais on lui donne aussi cette notion d'arrondi au sommet d'une colonne d'architecture. Et puis, le calcanéum, ça vient du latin calcare, ce qui veut dire fouler au pied, c'est-à-dire quand on foulait le raisin au pied, d'accord, on mettait le calcanéum sur les raisins pour aller dans la cuve et fouler le raisin et l'écraser dans le temps. Maintenant, ça ne se fait plus comme ça depuis très longtemps, mais il y a encore des endroits où on foule le raisin au pied. Le scaphoïde, ça vient du grec scaphos, c'est-à-dire la carène du navire, ça s'appelle encore naviculaire, en forme de nacelle ou de petit bateau. Le cuboïde, c'est l'os qui a 6 faces, appelé aussi os multiforme. Les cunéiformes, c'est du latin cuneus et forma, c'est-à-dire en forme de coin. Et les métatarses, c'est qui vient après le tarse, donc c'est comme après le carpe. Et les phalanges, c'est pareil, c'est phalanges, c'est bataillons en rang serré. Et puis, notre troisième partie de ce squelette appendiculaire. La mandibule. Troisième partie de la vie de relation. Je peux embrasser, je peux manger, je peux mordre, je peux ci, je peux ça. Ça vient du grec, du latin, mandere, qui veut dire manger, mâcher. Rappelez-vous que nous avons 2 hémimandibules à la naissance qui se soudent aux environs de 18 mois. C'est comme si on avait 2 pinces qui, à un moment donné, vont se réunir. Donc, par analogie, si on regarde une mandibule par rapport, par exemple, à un membre supérieur ou à un membre inférieur, eh bien, ici, nous avons le condyle mandibulaire. Ça ressemble étrangement à la tête fémorale ou à la tête humérale. Ici, nous avons l'apophyse coronoïde. Ça ressemble étrangement à la tache de muscle ailleurs, comme le V deltoïdien ou comme le grand trochanter. C'est la même chose. Là, vous avez le muscle temporal. Et à chaque fois, vous avez des muscles qui sont des muscles à 3 faisceaux. On va en parler tout à l'heure. Nous avons une branche montante. On peut considérer que cette branche montante, c'est le fût du fémur ou le fût de l'humérus. Et puis ici, nous avons un angle qu'on appelle le gonion. D'accord? Encore ramus, mais gonion, ça veut dire genou, ça veut dire angle. D'où la notion de goniomètre pour mesurer les angles. Et puis nous avons le corps. Mais si on regarde ce corps attentivement, même à la face externe, on voit ça, vous voyez, cette espèce de bourrelet, là, que l'on voit aussi à la face interne. Voilà ici. Ça s'appelle la ligne mylo-hyoïdienne. Et bien pour les gens qui ont fait de l'anthropologie, qu'est-ce qu'il y a entre
le tibia et le péroné. Qu'est-ce qu'il y a entre le radius et l'ulna? Vous avez une membrane interosseuse, dans laquelle à chaque fois passent des nerfs importants, le médian, le sciatique. Eh bien, la ligne mylohyoïdienne, vous avez ici un trou dans lequel passe le nerf mandibulaire, d'accord, qui va après innerver les dents. Et qui fait... Alors, pour les gens que j'ai lus, eh bien, cette ligne mylohyoïdienne, c'est le vestige d'une membrane interosseuse qui s'est ossifiée, qui s'est soudée. Donc, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de ressemblances. Et puis, nous avons des dents. Nous avons 7 dents par hémimandibule. D'accord? Comme les 7 os du carpe, plus le pisiforme, comme les 7 os du tarse, plus le sustentaculum thalli. Nous avons 7 dents. La 8e, elle est inconstante, c'est la dent de sagesse. Et nous retrouvons exactement nos mêmes proportions, nos mêmes nombres, à chaque fois, sur ce système appendiculaire. Donc ça aussi, c'est des choses qui, moi, m'ont intéressé parce que, pareil, on va retrouver souvent les mêmes pathologies. Vous allez voir après. Donc ça, c'est le nombre. J'ai refait un calcul, je l'ai mis bleu, blanc, rouge parce que je suis français, je m'appelle de France, voilà, pour s'amuser un petit peu. Ok, voilà, alors regardez ces ressemblances. Ça, ce sont les images qui sont issues du livre du docteur Metz. Ici, en haut à gauche, mandibule, d'accord? Membre inférieur, regardez, c'est exactement la même chose. Ici, la mandibule et un membre supérieur. D'accord, un membre inférieur, pardon, excusez-moi, représenté d'une manière différente. La mandibule et un membre inférieur, pas les deux. Donc il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Regardez ici, membre supérieur cette fois-ci et mandibule. Qu'est-ce qu'il a fait ici, le docteur Metz? Il s'est dit comme ça, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Je fais flexion-extension avec mon poignet. Mais là, je fais, j'ouvre et je ferme, c'est le même mouvement. C'est exactement la même chose. Flexion dorsale, flexion plantaire, c'est la même chose. Si je vais un petit peu plus loin, et je regarde ces articulations, d'accord? Ce sont des articulations qu'on peut appeler sphéroïdes. Ce sont des diarthroses. Parmi ces diarthroses, vous avez 2 énarthrodiales et une condylienne, qui ont toute une tête sphérique, qui va s'apposer dans une loge articulaire incomplète. N'est-ce pas? La cavité glénoïde du temporal n'est articulaire que dans sa partie supérieure. L'humérus va aller au niveau de la scapula, où nous avons la cavité qui est une espèce de haricot, donc qui ne correspond pas à la tête de l'humérus. Et la même chose au niveau du fémur, puisque au niveau du fémur, le cotyle, l'articulation, c'est comme un croissant articulaire, et au centre, il n'y a rien. C'est de l'os. Et puis, ça va être relié, la tête fémorale va être reliée par le ligament rond. Donc, déjà, au niveau des articulations, nous avons une notion de non-congruence. Et ces 3 os vont s'articuler avec 3 os qui ont aussi des fonctions particulières, qui sont bien sûr la scapula, qui sont l'iliaque et qui sont le temporal. 3 os, moi, que j'appelle tridimensionnels, et qui, pour nous, en tant qu'ostéopathes, ont le même mouvement dans des plans différents. Ça aussi, c'est fondamental, pour bien comprendre. Donc, voilà nos 3 os, tridimensionnels, scapula, l'iliaque. Mais si vous mettez la scapula à l'envers, ça c'est la l'iliaque, et ça c'est la l'iliaque du temporal. C'est exactement la même chose. D'accord? L'épine, c'est la ligne, l'épine de l'omoplate, c'est la ligne nominée. Et puis, c'est le rocher du temporal. C'est exactement la même chose, avec des modifications pour la fonction. C'est ça qui est important aussi de bien comprendre, c'est que c'est pour la fonction. Si je les mets ensemble, regardez ici, c'est pas moi qui les ai mis, c'est le docteur Metz. L'omoplate, la scapula et l'iliaque, il les a positionnés où on se rend bien compte que ici, par exemple, l'acromion, eh bien, ici avec l'ischion, c'est la même chose. On se rend compte qu'ici, avec la symphyse pubienne, l'articulation, tout ça, ici nous avons l'aile iliaque, c'est ce que je vous disais, et puis nous avons ici, donc, le corps de l'omoplate. Ici, je prends le temporal.
temporal et l'iliaque, même chose. Donc ici, nous avons la même chose, d'accord? Voilà l'écaille du temporal que vous avez ici, et voilà l'aile iliaque. Pareil, cavité glénoïde et cavité cotyloïde, pardon, c'est la même chose. Voilà. Donc, ce sont aussi donc des ressemblances qui sont intéressantes. Pareil, je vous donne une autre vue que le docteur Améas a fait. Ça, c'est le temporal. En haut à gauche, vous avez le temporal et la scapula. Et vous voyez la forme du corps de l'omoplate et la forme de l'écaille du temporal. C'est légèrement concave en interne. Et en bas, vous avez le temporal et l'omoplate encore vu d'une autre manière. Et puis si je les mets ensemble, voilà ici l'iliaque et le fémur, en haut à gauche. Ici, vous avez l'omoplate avec la clavicule et l'humérus. Et en bas au milieu, vous avez le temporal et la mandibule. C'est exactement la même chose. Et puis, ces articulations, elles ont aussi une particularité, c'est qu'elles fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que pour combler l'espace et permettre de faire des mouvements dans tous les plans de l'espace, on a rajouté quelque chose. Aujourd'hui, on appelle ça, pour la scapulo-humérale et pour la coxofémorale, on appelle ça un labrum aujourd'hui. Et au niveau de l'articulation temporomandibulaire, on appelle ça un disque, ou un ménisque. Mais qui n'a pas la consistance du ménisque du genou, ou du ménisque de la sternoclaviculaire. C'est une consistance différente. Mais ça a la même fonction. C'est de permettre des mouvements dans tous les plans de l'espace, et de protéger l'articulation, le système articulaire. Et puis, autre intérêt, le système ligamentaire, c'est le même. Si vous reprenez votre anatomie, vous vous rendez compte que nous avons des capsules dans les 3 articulations, et ces capsules, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont hélicoïdales. C'est-à-dire que quand on a des fibres qui s'insèrent là, en haut, en avant, elles vont se terminer en bas, en arrière. Ce qui permet certains mouvements et en freine d'autres. Quand vous faites une rotation externe du membre supérieur, vous avez une coaptation qui se produit. C'est-à-dire que le système hélicoïdal se ferme. Pareil pour la rotation externe de la hanche. Pareil quand vous faites une déduction. Mais là, ça va se fermer d'un côté et s'ouvrir de l'autre. C'est exactement la même chose. Et par contre, quand vous faites une rotation interne, ça a tendance à tomber. Et d'ailleurs, les mouvements de rotation interne sont plus importants que les mouvements de rotation externe. Donc ça, c'est les capsules. Les capsules, elles sont renforcées par des ligaments. Et bien les ligaments, ils ont la même forme. Ici, au niveau de la coxofémorale, nous avons une espèce de forme en Z. D'accord? Avec les ligaments ilio, ischio et pubofémoraux. Et puis au niveau de l'épaule, c'est pareil, de la scapulo-humérale, nous avons un système en Z. Vous voyez ça? Regardez bien. Ce système en Z, ce sont les ligaments coraco-huméraux, gléno-huméraux et coraco-huméraux. Et puis, au niveau de la mandibule, nous avons un système en Z, qui est comme ça. Ici, là, suivez ma flèche, là, ptérygo-épineux, ptérygo-mandibulaire et sphéno-mandibulaire. Voilà. C'est pareil, c'est un Z de contention. C'est exactement les mêmes. Et puis, si je continue, les muscles qui font marcher ces articulations, ce sont les mêmes. 3 chefs, 3 actions identiques et un pôle de terminaison. On l'a dit tout à l'heure, V deltoïdien pour le deltoïde, grand trochanter pour les fessiers, ou les glutéaux maintenant, et processus coronide pour le temporal. Et ces 3 faisceaux, ils ont la même action. Si je prends le deltoïde, le faisceau antérieur, il fait ça, le faisceau postérieur, il fait ça, et le faisceau moyen, il fait ça. Et si je prends la hanche, 1, 2 et 3. Voilà. Et le temporal, c'est pareil. Le faisceau antérieur, il vous fait avancer la mandibule. Le faisceau moyen, il ferme. Et le faisceau postérieur, il fait reculer. C'est exactement la même chose. Et si on va à la pathologie, c'est les mêmes pathologies. C'est les mêmes problèmes. Si je prends la hanche, ça s'appelle la périarthrite de hanche. Ou chez l'enfant, par exemple, ça s'appelle le rhume de hanche. Ou ça s'appelle encore la boiterie de l'enfant à 4 ans. L'enfant qui boite à 4 ans, tout est normal, eh bien peut-être il y a des correspondances. Et puis nous avons la périarthrite de l'épaule. D'accord? L'épaule gelée, comme vous voulez.
C'est-à-dire la personne qui se réveille un matin et qui ne peut plus bouger l'épaule. D'accord? L'autre, il a mal à la hanche, lui, il peut bouger l'épaule, et le troisième, il ne peut plus ouvrir la bouche. Et ça s'appelle différemment. Puisque, au niveau de la mandibule, ça s'appelle maintenant, avant ça s'appelait le sadam. Mais depuis qu'on lui a coupé la tête, ça ne s'appelle plus que le dam. Douleur de l'articulation mandibulaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, alors, on a cherché un peu, on a dit, ah ben, il y a un syndrome myofascial ou un syndrome articulaire. Ok, mais pour nous, tout ça, c'est la même chose. Donc, il faut bien comprendre qu'aussi, vous avez des gens, des patients, qui vont arriver avec un problème de bouche qu'ils ne peuvent pas ouvrir, ou un problème d'épaule, ou un problème de douleur de hanche. Et puis, quand vous faites bien votre anamnèse, votre interrogatoire, vous vous apercevez que souvent, ils ont déjà eu un problème dans une des autres articulations. Et moi, mes maîtres m'ont toujours appris que des douleurs d'épaule, des douleurs de hanche, des douleurs d'ATM, c'était la dernière adaptation du corps. C'était la dernière adaptation du corps que, bien sûr, il fallait traiter, mais qu'il fallait toujours chercher ailleurs d'où ça venait. Alors, ça peut être, bien sûr, des problèmes viscéraux, des problèmes ci, des problèmes ça, etc., ou des problèmes traumatiques, pourquoi pas, anciens qui sont passés, mais qui ressortent à un moment donné. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Donc voilà pour tout ce qu'on pourrait dire sur le squelette appendiculaire. Maintenant, on va passer au squelette axial, encore plus intéressant. Très intéressant comme le reste, pardon. Donc, nous avons, nous le savons, 37 vertèbres. OK? Attention, à l'origine, nous avons de 42 à 44 paires de somites. Il y en a qui vont disparaître. À la fin du 5e mois intra-utéro, il n'y a plus que 37 paires de somites qui persistent et qui vont donner 37 niveaux vertébraux. 3 niveaux crâniens, 7 cervicaux, 12 dorsaux, 5 lombaires, 5 sacrés, 5 coccygènes. Même si on n'a que 3 vertèbres coccygènes comme certains l'ont, eh bien on a quand même 5 somites à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est la progression de ces somites. C'est-à-dire que les somites qu'on va appeler rachidiens, ils vont partir de là et ils vont descendre. Et puis, ensuite, nous allons avoir les somites crâniens. Et ça a fait beaucoup réfléchir beaucoup de gens. Comment se faisait-il que nous avions des somites crâniens, donc quelque part on pouvait avoir aussi des vertèbres crâniennes? Pourquoi pas? Alors vous avez plein de gens qui se sont intéressés à ça. Donc, vous savez qu'en ostéopathie, le crâne, on dit qu'il y a donc les os impairs et les os pairs. Que les os impairs, ce sont ceux qui forment la ligne centrale, qui sont les principaux, ethmoïdes, sphénoïdes, occiput. D'accord? Vous avez ici donc la signification de ces différents mots. L'occiput, ça veut dire occipitis, c'est-à-dire la tête qui est vue de dos. Le sphénoïde, ça vient du grec sphénos, qui veut dire os en coin. Et l'ethmoïde, c'est l'os passoire, l'os crible, d'où le nom de l'âme criblée. On rajoute le vomère, bien qu'il ne soit pas indépendant, et c'est le soc de la charrue. Donc, cette notion de vertèbre crânienne, pour moi, c'est une notion extrêmement intéressante sur le plan de la compréhension des choses et sur le plan de la vision globale du corps humain. Alors, il faut savoir que c'est une notion qui est très ancienne. Officiellement, le premier qui en a parlé, c'est ce monsieur qui s'appelait le docteur Hocken. Il en a parlé en 1807. Et pas dans n'importe quoi, puisque c'est sa thèse de médecine qui a été présentée à Heidelberg, plus grande faculté de médecine allemande de l'époque. Mais en fait, il y avait un autre monsieur, très connu, mais qui avait déjà écrit là-dessus pour lui-même. C'était Goethe. Goethe, c'était un personnage particulier, hein, poète, machin, etc., etc. Et Goethe, il avait écrit quelque chose qui s'appelait Kopftheorie, qu'il n'a jamais publié. On a retrouvé les textes. Et on sait aussi que Goethe, c'était un personnage particulier. Sa particularité, c'est que Goethe, il était invité dans toutes les cours européennes. Il allait à la cour du roi de Prusse, à la cour du roi de France, à la cour du roi de Naples, à la cour de Cie, etc., etc. Et il était invité à chaque fois. Et il allait de cours en cours pour lire ses poèmes, ses écrits, ses machins, etc. Bon, et ça, c'est une image que je donne, mais pourquoi pas? Goethe, il était comme tous les marins. Un marin, qu'est-ce qu'il a dans chaque port? Une femme, une maîtresse, etc. Ben, Goethe, il avait des maîtresses dans chaque cour. Et quand il partait d'une cour pour aller dans une autre, il écrivait à ses maîtresses, il envoyait un messager en lui disant « Ma chère, j'arrive », etc. Et dans ses écrits, on retrouve, non seulement il parlait de fleurs, etc., d'amour et tout ce que vous voulez, mais il parlait aussi des vertèbres crâniennes. Donc Goethe est un des grands propagateurs de cette notion de vertèbre crânienne. Et puis après, il y a un Français dont on retrouve peu de traces qui s'appelait le docteur Duménil.
Goethe a publié en 1820. Et puis, pendant 60-70 ans, c'est tombé dans l'oubli, jusqu'à ce que deux grands anatomistes français, qui s'appellent Testu et Latarjet, publient dans leur ouvrage d'anatomie de 1899, en introduction, une dizaine de pages sur une discussion sur la théorie des vertèbres crâniennes. Ils ne prennent pas position, ils expliquent qu'embryologiquement tout ça, effectivement, c'est très intéressant, que pourquoi pas, ils ne voient pas trop le but, mais en tout cas, dans cette édition de 1899 et dans celle de 1911 dont j'ai, on a effectivement une douzaine de pages de discussion sur les vertèbres crâniennes. Et puis après, eh bien, c'est tombé dans l'escarcelle ostéopathique, avec une très grande dame de l'ostéopathie qui s'appelait Charlotte Weaver. Charlotte Weaver, américaine bien sûr, diplômée en 1923 si je me souviens bien, d'accord, donc un peu, non pas dans les promotions de style, mais un petit peu aimée après. Donc elle s'est toujours tout de suite intéressée à ça. Et elle est venue en France. Elle a passé plusieurs années en France à étudier cette notion de vertèbre crânienne. Et en faisant quoi? Eh bien, tout simplement en allant à l'officine du docteur Ozou. Je ne sais pas s'il y en a encore qui connaissent ça. L'officine du docteur Ozou, c'était rue de l'école de médecine. Et c'était la seule officine qui vendait des os vrais, préparés, que ce soit des squelettes entiers, des demi-squelettes, mais que c'était aussi des crânes éclatés, des crânes entiers. Et elle a étudié des centaines de crânes pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et Testu Latarjet, eux, avaient déjà fait ce type de schéma. C'est-à-dire que ça, ce que vous voyez ici, ça sort du Testu Latarjet édition 1911. C'est-à-dire que Testu Latarjet disent effectivement, ben, on peut avoir effectivement des vertèbres crâniennes, d'accord, qui sont le centre, le corps du sphénoïde, l'apophyse basilaire, mais le sphénoïde, il y a deux morceaux, le pré- et le post-sphénoïde. Alors ça a été longtemps une discussion. Est-ce que c'est ethmoïde et pré-sphénoïde? Est-ce que c'est post-sphénoïde et apophyse basilaire? Les trois? Peu importe. L'essentiel, c'est de comprendre qu'effectivement, on a des vertèbres et que les côtes, les apophyses transverses, les côtes, c'est tout ce qui vient fermer la voûte crânienne, la boîte crânienne. Autrement dit, par exemple, les pariétaux, ce sont les côtes du sphénoïde. Le temporal, ce sont les apophyses transverses, etc. On pourrait faire toute une discussion là-dessus, et donc cette théorie, pour moi, est importante, parce qu'elle permet de comprendre un certain nombre de choses sur la formation du corps humain et son fonctionnement. Si vous prenez le bassin, c'est la même chose. Vous avez des vertèbres sacrées, des vertèbres coccygènes, vous avez des iliaques qui sont des côtes. Les iliaques, c'est trois côtes qui ont été transformées en bouties changées. Mais si on réfléchit bien, moi je suis ostéopathe, pourquoi ça m'intéresse? Parce que dans mes cours de première année ou de deuxième année, il y a quelqu'un qui a dû prononcer la notion de courbure primaire et de courbure secondaire, courbure primaire et de, courbure primaire et de croissance et de courbure secondaire ou d'adaptation. Et puis, on a dû vous parler aussi du fait que, lors de l'accouchement, la première courbure à changer sa forme, c'est la cervicale, et la deuxième à changer sa forme, c'est la courbure lombaire. Et que tout ça c'est une adaptation, en fait, au passage dans le détroit supérieur et dans le détroit inférieur de la mère. Et donc, en fait, nous avons deux courbures qui ont changé et trois courbures qui n'ont pas changé. Mais si je vais un peu plus loin dans le raisonnement, mes trois courbures, que je vais appeler primaires parce qu'elles n'ont pas changé leur forme, c'est elles qui protègent le cerveau pour les vertèbres crâniennes, qui protègent les organes nobles, cœur, poumon, mais pas que ça, foie, pancréas, et derrière les surrénales. Et puis là, le bassin, c'est ce qui protège les organes de reproduction. Le reste, moi je dis, c'est de la tuyauterie. Tout le reste, c'est du tuyau. L'important, c'est ça. Et on a dû vous dire que chercher la lésion primaire, si tant est qu'elle existe et qu'on puisse, etc. Moi, je parle toujours de la primaire du moment. Je ne parle jamais de la primaire au sens un peu plus ésotérique. Toujours la primaire du moment. Les dysfonctions primaires, on a dû vous apprendre, vous dire, attention, ça se passe au niveau du crâne, ça se passe au niveau des dorsales, et ça se passe au niveau du bassin. Du bassin. Chercher les problèmes primaires, il faut les chercher là. Donc tout ça, ça ramène à cette notion de globalité. Alors voilà ici, ça c'est un sphénoïde. C'est un sphénoïde qui fait partie de ma collection. Et sur ce sphénoïde, vrai, bien sûr, que j'ai acheté chez Ozou, moi aussi, il y a 30 ans, je ne suis pas le seul, tous les anciens, ils en ont acheté à l'époque. Et on voit ici, par exemple, tac, vous avez un trait ici,
vous avez deux petits creux qui sont comme ça, c'est concave, et ici ça. Voilà. Ça, c'est une vertèbre embryologique. C'est une vertèbre embryologique et vous avez la même sur l'occiput. Même chose. Regardez, ça, 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 ça et ça. C'est convexe en relief sur l'occiput et c'est en creux sur le sphénoïde. Ça, c'est une vertèbre embryologique. Ça va se développer, ça va donner le corps vertébral. Au centre, ça va se creuser et vous donner le canal vertébral. Et puis ça va être les transverses. Et là, vous avez les deux parties de l'apophyse épineuse, puisque toutes les apophyses épineuses sont bifides au départ. Nous avons des vertèbres cervicales qui sont bifides. Ne pas oublier, il y a aussi des anomalies. 5e lombaire, spina bifida. C'est une anomalie. Manque de soudure. Donc vous avez ici un certain nombre d'éléments qui peuvent vous faire penser à ça. Donc, le sphénoïde, si on regarde bien, il a un corps et 3 paires d'appendices. Vous savez comme moi, puisque vous faites du crânien, que le sphénoïde, c'est l'os le plus important. C'est le plus important. Et Magoun nous le rappelle. Dans Ostéopathie de Cranial Field, chapitre 2, Magoun nous rappelle que le mouvement crânio-sacré partirait du sphénoïde. Et ceux qui connaissent bien mon cours sur le mouvement respiratoire primaire, ils savent très bien que j'insiste là-dessus pour essayer de donner une image de ce qui peut se passer dans la notion des 5 composants, pour comprendre comment peut-être cette chose-là fonctionne. Donc, en fait, le sphénoïde, c'est notre corps à l'intérieur de notre crâne. J'ai un corps du sphénoïde, j'ai des petites ailes, j'ai des grandes ailes et j'ai des ptérygoïdes. Les petites ailes, c'est la mandibule. Analogie, les grandes ailes, ce sont les membres supérieurs. Rappelez-vous, on représente toujours les gens comme ça. D'accord? Léonard de Vinci. Et les ptérygoïdes, c'est les membres inférieurs. Réfléchissez à ça, vous verrez. On pourrait trouver encore plein de choses comme ça. Donc, encore une analogie que l'on peut avoir. Et puis, vous avez quelqu'un qui est une dame qui s'appelle Anne d'Ambricourt-Massalé, qui a beaucoup travaillé sur ce sphénoïde, d'accord? C'est une femme qui fait partie de l'Académie des sciences, d'accord? Qui a été en grande discussion avec un autre grand anthropologue qui est toujours Yves Coppens, que j'ai eu la chance de rencontrer pour discuter avec lui. Et donc elle a travaillé avec une orthodontiste qui est très connue, qui s'appelle Marie-Joseph Deshayes, qui a écrit des livres qui ont pris sur ce qui se passe dans la bouche entre la position de la mandibule et la position des maxillaires supérieurs dans les différentes dysfonctions de la symphyse sphéno-basilaire. Et donc Marie-Joseph Deshayes est une nantaise, est une élève aussi du professeur dont je viens de perdre le nom, mais c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Anne d'Ambricourt? Elle nous dit qu'après avoir étudié des dizaines et des centaines de crânes, de formes de crânes, des centaines de sphénoïdes à des époques différentes, eh bien, elle dit que ce sphénoïde continue sa transformation, qui se forme effectivement au cours des 7-8 premières semaines de la vie, mais que toutes les 2 millions d'années, apparemment, ou tous les 800 000 ans, pardon, il changerait sa forme et il se plierait un petit peu plus, ce qui fait que nous aurions peut-être bientôt fini notre redressement. C'est une idée, rien de plus que je vous soumets. Donc ces os du crâne, et on va terminer la conférence là-dessus, l'occiput, nous avons vu que c'était l'autre côté de la tête. Les temporaux, ça vient du latin temporalis. Je pense que ça aussi, on a dû vous le dire. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est l'os qui marque le temps. Parce que les premiers cheveux blancs chez l'homme apparaissent au temple. Les pariétaux, c'est paries etis, c'est le paroi, le mur intérieur, la cloison. Le frontal, c'est la façade, ça vient du latin frontis. Les maxillaires supérieurs, c'est la mâchoire. Les malaires ou os zygomatiques, c'est ce qu'on appelle le joug attelé, exactement comme les bœufs qu'on attelle avec un joug pour qu'ils puissent toujours aller dans le bon sens. Les inguis, on appelle c'est l'ongle, parce que c'est comme ça, parce qu'il est transparent. Les os nasaux, c'est ceux qui ont un rapport avec le nez. L'ethmoïde, on l'a dit tout à l'heure, c'était le crible, ethmoïdes. Les palatins, c'est la voûte. Et le vomer, c'est le socle de la charrue, nous l'avons déjà dit. Quelques images de vertèbres et d'omoplates.
regardez, en haut, vous avez une vertèbre. Et au-dessous, vous avez les deux omoplates. Coïncidence, ressemblance, je n'en sais rien. Mess toujours. Et ici, pareil, sur l'image de droite, vous avez une hémivertèbre, et puis vous avez l'omoplate. Moi, je trouve que c'est étrange. Et puis, si on rassemble le centre et la périphérie, sphénoïde temporaux à gauche, sacrum iliaque à droite. Et ça, pour moi, quelle plus belle image que de l'axe crânio-sacré que ces deux choses-là, ces deux dessins. Ça, ce sont des dessins du docteur Mess. Alors, pour terminer, je reviens un petit peu à la structure en général, à l'os. L'os entre guillemets, bien sûr. Vous connaissez tous, je pense, ce dessin d'Andrew Taylor Still avec son bâton, d'accord, qui est le bâton dont il se servait dans les cours d'anatomie pour montrer aux étudiants quels étaient les points importants, parce qu'il faisait déjà de la dissection dans l'école de Kirksville. On a des photos de ça. Et donc cette phrase que vous connaissez tous et toutes, je pense, qui veut dire « trouvez-la, traitez-la et laissez faire ». Je rajouterai avant « cherchez-la », c'est déjà pas mal. Donc, Still, un jour, dans une conversation avec un monsieur qui s'appelait Arthur Hildues, Arthur Hildues, c'était un ostéopathe non médecin, diplômé de la première promotion, et donc il a été très souvent travaillé avec Still. Still l'a envoyé dans d'autres villes pour traiter des patients que Still avait traités à Kirksville, etc. Et puis, un jour, vous connaissez, je pense, tous l'histoire, qu'il y avait aussi des médecins dans l'école, et donc il y avait surtout les frères Littlejohn. Et un jour, Still et Littlejohn se sont fâchés. Littlejohn était actionnaire de l'école, ils se sont fâchés. Et Littlejohn est allé créer la deuxième école, à Chicago. Et c'est comme ça que Hildues, non médecin, est devenu le directeur des études. Ça a d'ailleurs fait un tollé général au niveau des médecins qui étaient restés. Et ça, vous le trouvez dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle « La présence d'Andrew Taylor Still », écrit et paru en 1938, donc d'Arthur Hildues, et dont la traduction française vient d'être, je m'excuse, on ne va pas me voir, vient d'être publiée, et je l'ai amené parce que je pense que c'est un livre extrêmement intéressant et important. J'en suis à la 200e page, et il y en a 470, voilà, et donc c'est extrêmement intéressant, c'est la présence d'Andrew Taylor Still des 50 premières années de l'ostéopathie. C'est la vision d'Hildues, qui a été directeur doyen de Kirksville. Donc, et qui a été au départ, et il le raconte, je ne sais plus à quelle page, où il dit que les médecins qui étaient là ont fait en sorte de faire des pétitions pour que, etc. Mais les étudiants l'ont défendu et il est resté doyen. Donc c'est important aussi. Donc, qu'est-ce qu'il raconte Still dans une conversation avec Arthur Hildues? Parce qu'il parlait souvent, eh bien, il disait « Tu sais Arthur, quand un patient vient me voir, ça ne m'intéresse pas la manière dont il est habillé. Ça ne m'intéresse pas s'il a des beaux vêtements, des beaux bijoux, si au contraire il a des vêtements tout pourris, tout déchirés, etc. Ce qui m'intéresse, c'est son histoire. C'est son histoire. Et comment il répond à mes questions. C'est ça le plus important. Et à travers tout ça, mon observation, comment je le regarde, comment je l'écoute, comment j'interprète ces questions, comment j'interprète les réponses. Et à travers tout ça, j'essaie d'imaginer. Et c'est marqué là, j'écoute son histoire et à travers cette écoute, je vois dans mon mental la combinaison des systèmes qui constituent la totalité des structures de ce corps. Je me concentre sur son histoire en cherchant à déterminer, au travers de la description qu'il vient de me faire, quelles sont les altérations structurelles qui sont advenues pour produire les symptômes décrits. Moi, je fonctionne comme ça depuis 40 ans dans ma pratique. Je fonctionne comme ça. Et quand je fais un cours en première année, premier cours de première année de philo, j'écris 5 choses sur le tableau. J'arrive et je dis, j'écris ça. J'écris anatomie, j'écris physiologie, j'écris sémiologie, j'écris pathologie, et au-dessous, j'écris ostéopathie. Toute la réflexion ostéopathique, elle est le sommet de tout ça. C'est bien gentil de dire, je pose les mains et je laisse faire mes mains. Mais vous pouvez les poser longtemps aussi. Hein. C'est mon avis. Vous pouvez les poser longtemps. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est bon, non? Ça fait l'heure, c'est clair? Je ne sais pas. Voilà. Merci.
En espérant vous faire réfléchir et ne pas vous avoir ennuyé, et je rajoute cette phrase de style, l'ostéopathe est avant tout un homme de réflexion qui doit prouver ce qu'il dit par ce qu'il fait. Et donc ici, j'ai mis le penseur de Rodin, évident, pour faire une liaison. Je vous remercie. Merci Christian. Alors nous avons quelques questions que je vais te livrer brutes de décoffrage. La première, c'est en quoi cette vision que tu nous proposes modifie la prise en charge de l'ostéopathe? Elle peut très bien la modifier ou ne pas la modifier, c'est tout le problème. Moi, elle la modifie parce que je suis assez ancré dans ce genre, dans ces analogies, et je recherche toujours, comment dirais-je, ce qui a pu créer le problème qu'a le patient. Le symptôme, pour moi, c'est que c'est rien du tout. Le motif de consultation, c'est un motif. C'est ce qui me permet éventuellement d'aller ce que j'appelle à la pêche et de tirer le fil rouge. C'est le souhait du patient aussi, hein? Tout à fait. Absolument. Ok, la seconde question, c'était cette vision du corps métamorphosé, est-ce qu'elle nous inciterait à chercher les réponses à une dysfonction dans une zone analogique? Oui, bien sûr. Oui. Je réponds oui. D'accord, clairement. Je réponds oui. Tu sais, il y a un de mes maîtres qui s'appelait Denis Brooks, anglais, il disait toujours « Parle à mon cul, ma tête est malade » et le contraire. Ok. Et puis, j'ai une dernière question, c'est d'où est venue cette idée de mettre en place ces analogies? Uniquement du premier ouvrage dont tu nous as parlé ou... Non, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai des gens qui travaillaient aussi dans ce sens-là. C'est des concours de circonstances au fur et à mesure de ma recherche, déjà des rencontres, etc., etc. Voilà. J'avais l'idée d'écrire un livre aussi, mais j'en ai écrit un, ça suffit. Ouais. Un livre qu'on a beaucoup lu quand même. Hein. J'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christophe? C'est tout. Bon, écoute, Christian, merci beaucoup pour ce partage. Marc Lévy a écrit que celui qui ne partage pas est infirme de ses émotions. On n'était pas très inquiet à ton sujet. Mais merci parce que l'émotion était vraiment palpable. J'espère. Et sans doute parce que tu reviens un peu aux sources. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Je te remercie, Christian. C'est c'est pas mal d'émotions, mais même si depuis 12 ans, il y a des choses qui se sont un petit peu, non pas effacées, il y a des choses qui restent, c'est incontestable. Ma dernière présence ici dans cette maison, il y avait une réunion pour les histoires d'agrément, etc. Il y avait tous les étudiants qui étaient dans la grande salle en bas, avec, etc. Voilà, vous y étiez, non, c'est ça. Voilà, donc non, il y a beaucoup d'émotions. Puis je suis revenu au château parce que le propriétaire du château que je connais bien, qui est un ami, donc je le connais bien. Voilà. Une toute dernière question. Oui. Alors, si nous cherchons les solutions dans une zone analogique, considérons-nous également la latéralisation des problématiques? Qu'est-ce que c'est que la latéralisation? Je ne sais pas, moi, ça. Moi, on m'a toujours appris que, j'essaye toujours de dire que quand un problème, il était, on va dire, récent, aigu, on était dans le direct. Alors que quand on était en chronique, on était dans le croisé. Et qu'il fallait toujours chercher le croisement. Et le croisement, il est vertébral. J'ai pas un patient chez qui je manipule pas une vertèbre. Bon, eh bien, merci beaucoup, Christian. Merci à toi, merci à l'équipe de m'avoir invité. Nombreux pour une prochaine soirée d'Eurostéo. Merci à vous.